Puisque vous me le demandez, oui, j'avoue, dimanche matin, j'étais morose. Au-delà de devoir encaisser une énième cuite provoquée par Val, qui m'avait dit: «Oui, alors attends, la dernière fois, tu sais, l'Indian Pale Ale dans le podcast, tu voyais pas, enfin bon, faut que tu viennes avec moi au truc». Bon, évidemment, j'y suis allé. Bref, cette journée, elle sentait pas les dimanches matins ensoleillés qu'on aime avec Alex. Quand on zonait là devant chez Gégène en face de Brie-sur-Marne à attendre le démarrage de la Java des Paluches. Ou quand on se retrouvait pour une petite partie d'Osselet, place des Limiers, là où ils ont asséché le marais pour y faire l'intermarché. Et le Lexou, il l'avait prédit que ça vendrait du cancer en barquette. Encore un coup des anglo-saxons pour nous envahir, qu'il a dit. Et la preuve maintenant, c'est même Tom Abadi qui nous parle de Strasbourg-Brest. Et même ça, on nous l'a toujours appris. Tout ça pour dire que ce dimanche matin, en plus des restes de Pale Ale, il avait une odeur de Coupe du Monde réchauffée au parfum pétrole dans des stades vides climatisés, alors qu'il y a déjà un petit vent printanier sur place. Alors vous l'imaginez, mon petit cœur romantique, qui se souvient des matchs de Stéphane Guivarch sous la pluie depuis la ville close de Concarneau, une larmichette à l'œil gauche? Bah oui, celui qui écoute en secret Félix Mendelssohn et Gustave Mahler, et paf, prends ça les 10 ans à faire croire à tout le 13e arrondissement que tu fais du rap, les cons, putain. Autant vous dire que quand j'ai appris que ma copine était originaire de Lunéville, ça leur a fait tout drôle à la belle famille de me voir réciter du Goethe, mocassin à gland du XVIIIe siècle et costume 3 pièces au sommet du petit ballon des Vosges. Enfin, de digression en digression, j'avoue que célébrer un doublé de Giroud avec une carrière petit côté coq au vin façon campagne corrézienne, la défaite de l'Argentine après 12 minutes d'arrêt de jeu contre une Arabie Saoudite avec un gardien qui, franchement, niveau style, avait aussi ce petit côté coq au vin façon campagne corrézienne, et la défaite attendue du Brésil aujourd'hui par tous les rageux comme moi, après les déclarations successives de Neymar, Richarlison, Rafinha, c'est les to be free de la Beaufry 2022, le romantisme, il est de retour. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il ne rendra pas leur mort au pays constructeur de cette compétition et qu'il ne sauvera pas la planète. Mais moi qui m'attendais à devoir ajouter à la longue liste d'aberrations un football amoindri par la condition physique des joueurs ou par un arbitrage inspiration Corée 2002, en plus de nous priver du retour du petit prince de Bron. Franchement, c'est l'inverse. Alors merci à tous les acteurs de ce ballon d'être encore là, aux attaquants tunisiens de se dépouiller pour revenir défendre à la 85e, à Guillermo Ochoa de sortir une claquette contre le meilleur numéro 9 de ces 10 dernières années, à tout cela quoi. Moi qui rêve encore d'être à leur place comme un enfant de 5 piges qui a réussi son tour du monde pour la première fois. Alors vive les cœurs qui battent, vive le romantisme, vive l'amour et vive la... pardon, il faut que je me canalise. Désolé les gars, je crois que je me suis fait déborder par mon petit côté coq au vin façon campagne corrézienne. Bonjour à toutes et à tous. Après ce déversoir d'émotions, cette belle tirade romantique, nous vous retrouvons donc avec 11e art pour une nouvelle journée Coupe du Monde qui démarre. Et je suis aujourd'hui avec Val. Comment ça va, Val? Écoute, bravo Thomas pour cette magnifique introduction qui m'aura bien fait marrer. Et moi, personnellement, ça va très bien, surtout que je sais que de son côté, Tom Abadi, qui est le Ben Arfa de la sélection nationale, a 2 nouvelles sélections nationales de cœur aujourd'hui dans son petit cœur rempli d'amour, puisque je pense qu'il a rajouté le Japon et l'Espagne dans ses sélections de cœur et qu'il va pouvoir nous en parler pendant toute la compétition. Ouais, et puis bon, déjà qu'il nous a volé la Bretagne, l'Alsace, s'il peut nous laisser le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Bref, Tom, on t'embrasse. Je suis donc pas avec Tom, évidemment, puisque sinon je n'aurais jamais dit ça s'il était là. Je suis avec Flo. Comment ça va, Flo, depuis hier? Bah écoute, moi depuis hier ça va très très bien. C'est vrai que ça fait ça change depuis avoir Tom, ça change, ça nous manque. C'est- C'est Je pense que c'est une émission pour lui aujourd'hui. exactement. Mais tu vois, je repense à ce que tu disais Val là sur le fait qu'il choisisse une équipe par jour. Je pense que c'est le seul mec fan de foot qui doit attendre la Coupe du Monde à 86. Ouais, c'est vrai, ça en fait déjà un au moins. Ouais, Ça en fait un exactement. à 11e art et peut-être un dans le monde. Du coup, on Et sait pas tous les avec 2 ans Gianni, s'il vous plaît, hein. avec Non Gianni mais Infantino. ouais. Ils sont deux du coup. Les gars, est-ce que on peut revenir rapidement sur les matchs de la veille? On a une journée qui démarre aujourd'hui évidemment, mais hier il y a quand même eu quelques gros matchs. Je vais vous donner une petite minute chacun. On va commencer par toi, Val. Qu'est-ce que tu as retenu de la journée d'hier? Bon, évidemment la performance japonaise, la bonne performance croate, et canadienne d'ailleurs, 2 challengers dans le groupe, F qui montent les crocs et qui ont été très intéressants malgré des performances, en demi-teinte en termes de résultats, je veux dire. Mais moi, je voulais retenir surtout
un état d'esprit général qu'il y a depuis la compétition. Flo parlait du rythme qui était très intense pendant les matchs depuis le début de la compète l'autre jour. Et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Et je voulais rajouter aussi un petit mot pour les arbitres que je trouve vraiment très bons depuis le début de la compète. Et notamment, une petite stat, il n'y a pas encore eu de carton rouge. Donc voilà, c'est aussi révélateur. Et puis nous, ça nous change par rapport à la Ligue 1. Et il y a autre chose qui me fait penser à l'arbitrage, c'est ces temps additionnels qui sont allongés. Au premier match, j'avoue que je ne comprenais pas tellement ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu là pour cette Coupe du Monde. Et en fait, j'ai compris la mentalité. Je trouve que ça donne beaucoup, je parlais de romantisme, mais beaucoup de suspense et beaucoup d'allant aussi au jeu. On sent que les équipes, elles savent maintenant que le jeu haché, c'est plus possible. Et du coup, ça rend les matchs très plaisants. Flo, je te laisse la même minute pour que tu nous parles de ce que tu as retenu hier. Et ben moi, ce que j'ai retenu sur la journée d'hier et plus globalement depuis le début de cette Coupe du Monde, au-delà du rythme et des surprises qu'on peut avoir, c'est la qualité de certaines équipes qui ne sont pas des grands pays de foot et qui sont en train de progresser depuis quelques années. On avait déjà eu quelques prémices avec le Japon en 2018. On voit l'Arabie Saoudite, bon, c'est un pays de foot, mais ça n'a jamais été un grand pays à l'échelle internationale en tout cas. Et ce que montrent aussi les Canadiens, même s'ils ont perdu hier soir face aux Belges. Voilà, c'est le foot progresse à la fois dans beaucoup de pays et le foot progresse aussi. C'est ce qu'on disait un peu hier sur le Canada et les États-Unis. C'est qu'il y a beaucoup de pays qui se mettent à très bien jouer au foot et de manière assez sérieuse où la formation progresse. Donc, on est en train de voir beaucoup de pays mieux jouer et c'est très intéressant. Voilà. Messieurs, je vous propose que nous retrouvions nos chroniques habituelles et qu'on commence par celle de notre ami Thibaut Leplat qui va nous parler aujourd'hui de l'improbabilité dans les résultats de foot et l'impossibilité pour nous de les prévoir. Thibaut, tu voulais revenir évidemment sur le match de l'Arabie Saoudite et cette fameuse phrase qu'on aime tous dire, c'est le football. Tout le monde l'avait prévu, évidemment. Maintenant que le match est mort et enterré, les prophètes du passé peuvent s'en donner à cœur joie. Il fallait se méfier de l'Arabie Saoudite, c'est un grand pays de football. Hervé Renard est un génie, la preuve, il a mis sa chemise blanche porte-bonheur. Oui, oui, bien sûr, on l'avait tous vu venir. Ouais, bon, la vérité c'est qu'à part ma femme, qui n'aime ni le football ni la philo, le karma lui en devait donc bien une, à part ma femme donc, qui avait misé sur les Verts, personne n'avait mis un rond sur l'Arabie Saoudite. Au lieu d'être menés 4-0, conformément aux 3 buts argentins refusés en première mi-temps, les Saoudiens s'offraient une égalisation un partout avant de l'emporter contre la grande favorite du tournoi. C'est le football, répondit alors le fin connaisseur qui s'était encore planté dans ses pronostics. En même temps, c'est vrai, c'est ça, c'est l'essence du football. Les rebondissements incroyables, le petit qui fait tomber le grand, les victoires imprévisibles, les défaites terribles. En France aussi, on a connu des moments comme ça. Oui, oui, et loin de moi l'envie de faire la morale, non. Ce que je veux souligner, c'est cette phrase énigmatique. C'est le football. C'est typiquement la phrase de loser. Celle qui signe l'impuissance face au hasard. Dire c'est le football, c'est dire qu'on ne peut rien faire contre les forces du cosmos. C'est une sorte de c'est la vie à la sauce Coupe du Monde. C'est jamais vraiment bon signe en réalité. Allons, prenons cette phrase au sérieux 5 secondes et essayons de comprendre. C'est quoi en vrai le football? Si ce n'est une magnifique illustration de l'impossibilité de prévoir ou de maîtriser l'intelligence des systèmes complexes. La preuve, un battement d'aile de papillon en Argentine vient de provoquer une tempête dans le désert saoudien. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça que le football, c'est le règne de l'imprévu? Mais ça, on s'en était un peu rendu compte il y a un moment. Non, non, pas seulement. Bien sûr qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Mais contrairement aux apparences, le football est un sport extrêmement complexe. Les règles y sont simples, certes, mais le jeu, lui, est complexe. Beaucoup plus complexe, par exemple, que les échecs. Tiens, faisons un jeu. Imaginez que le football soit comme les échecs. Ça vous rappellera ma chronique de mardi sur la photo d'Annie Leibovitz, et ça m'aidera un peu dans cette laborieuse démonstration. Bon, alors on y va. Maintenant, imaginez que chaque joueur puisse déposer des pièces comme il le voudrait. 4 tours, un cavalier, un pion, 2 rois, un seul fou. Que ce jeu ne se déroule pas sur un plateau de 64 cases, mais sur un terrain d'1 hectare où une infinité de positionnements sont possibles, que les joueurs jouent en même temps et non pas successivement, que toutes les pièces puissent être bougées, qu'elles aient des sentiments propres, qu'il faille préalablement les entraîner, qu'il y ait un entourage qui conditionne leur rendement de manière tantôt positive, tantôt négative, etc., etc. Vous l'avez, cette variante chaotique des échecs, sport réputé comme le plus difficile du monde, s'appelle le football. En effet, c'est très complexe, mais quel détail, du coup, tu veux retenir après cette incroyable Arabie Saoudite-Argentine? Un détail en forme de paradoxe. Ces grilles de paris, rémunérées ou non, qu'on a tous remplies avant la compétition,
ne valent déjà plus grand-chose. En réalité, elles soulignent un paradoxe, qui est en même temps l'objet même de ce jeu. Plus on le connaît, plus on suit le football, moins il est possible de le prévoir. Voilà pourquoi, 1. Il est absurde de jouer un SMIC sur des paris. 2. Voilà pourquoi aussi ce sport reste si fascinant. Le football est une sorte de jeu avec le vide et sans filet. Alors, idée pour la prochaine fois, je laisse ma femme faire les pronostics et moi, je vais me contenter d'offrir une définition du football en forme d'aphorisme de fin de repas. Le football n'est pas seulement un jeu qui se joue à 11 contre 11 avec un ballon. Le football, c'est surtout un jeu avec le chaos. Eh ben merci Thibaut, tu viens de justifier à peu près 4 ans de mauvais pronostics dans toute l'équipe d'11e art. Donc on t'en remercie chaleureusement. Allez, à demain. Ciao. On est donc de retour et on va passer sans plus attendre à la chronique de notre ami Jean-Baptiste Guégan qui, lui, va nous parler de Suisse-Cameroun et particulièrement du président de la fédération camerounaise. Petit teasing. De nouveau aujourd'hui avec Jean-Baptiste Guégan pour nous parler un petit peu de géopolitique. Et évidemment, quand on parle de géopolitique, il faut évidemment qu'on parle de la Suisse, qui est un pays qui est très engagé politiquement parlant et diplomatiquement parlant, n'est-ce pas JB ? Exactement. Puis d'ailleurs, on va tellement en parler que depuis qu'ils nous ont éliminés à l'Euro, j'ai décidé de les boycotter. Donc la Suisse va rester neutre pour moi, c'est-à-dire qu'elle va disparaître du champ, elle va disparaître en termes d'importance. Et on rappellera jamais à quel point les Suisses sont vertueux. Hein, les Suisses accueillent plus de 85% des fédérations internationales et on a vu ce que ça donnait sur Gianni Infantino. Maintenant, il va prendre des coups de soleil à Doha. On va quand même raconter une belle histoire. L'histoire d'un ancien footballeur qui est devenu président de sa fédération. Je te parle évidemment de Samuel Eto'o. Ah, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est l'humilité, c'est la modestie. C'est quelqu'un qui ne fait surtout pas de l'ombre aux autres. Et cette équipe du Cameroun, c'est finalement pas l'équipe du Cameroun, c'est d'abord l'équipe de Samuel Eto'o. Alors cette équipe, elle se place dans un contexte qui est déjà particulier. Hein. Il y a une rupture de contrat avec le coq sportif au profit d'un équipementier choisi par Samuel Eto'o. Et donc le parcours de cette équipe qui est porté par Rigobert Song, le sélectionneur camerounais aux 137 sélections et ancien joueur de Metz, ça va être une sélection très particulière parce que il y a du talent. Je pense notamment à Aboubacar, je pense au gardien de l'Inter Milan, Onana, mais surtout cette sélection, elle va finalement donner aussi, elle part en mission. Clairement, c'est redonner le sourire aux Camerounais dans un contexte compliqué. Les frontières du Cameroun sont toujours incertaine et menacée. On a des tensions internes qui sont fortes au Cameroun, donc une Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion d'une trêve et d'un moment finalement d'apaisement. On pense à autre chose et il y a une vraie attente au Cameroun derrière les Lions indomptables. Il y a une partie de l'Afrique aussi qui va suivre ça, parce que le Cameroun, ça reste la première équipe à avoir atteint les quarts de finale pour une équipe africaine. Et puis derrière, c'est Samuel Eto'o qui va jouer aussi la suite. Parce que c'est ça qu'il faut pas négliger. C'est d'abord et avant tout l'équipe de Samuel Eto'o. On oublie Roger Mila, on oublie Yannick Noah, on oublie tous ceux qui étaient là. C'est pas Saga Africa, c'est Saga Eto'o. Vous voyez aussi qu'il joue autre chose. Derrière, vous êtes face à un homme d'affaires, qui est quelqu'un qui a énormément d'activités au Cameroun, mais c'est aussi un homme politique de premier ordre. Même si aujourd'hui il est engagé dans le foot, pour prendre la fédération, il lui a fallu être extrêmement conciliant. Et là, ce que vous voyez, c'est la trajectoire de quelqu'un qui prépare la suite. Donc cette Coupe du Monde, c'est celle finalement de la sélection, c'est celle des joueurs, c'est celle du peuple camerounais, mais c'est aussi celle de Samuel Eto'o. Et c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'il ambitionne de plus que d'être président de sa fédération ? La CAF ? On sait que c'est quelque chose qui est très... dont Gianni Infantino a quand même vachement la main dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut ambitionner ? Tout dépend de ce qu'il veut faire et de ce qu'il est capable de faire. C'est surtout de jusqu'où il est capable d'aller. Face à des milliardaires comme Otstepe, ça sera compliqué. C'est l'actuel président de la CAF. Maintenant, dans une Afrique qui a besoin de faire entendre sa voix, avoir Eto'o, c'est toujours utile, parce que de toute façon, il l'a fait entendre, même si on ne veut pas lui donner la parole. S'il est du côté de la FIFA, ça lui servira. Et pour l'instant, il a l'air d'être plutôt pro Infantino qu'hostile à ses intérêts. Et puis au Cameroun... En l'occurrence, Paul Biya restera pas éternellement. Donc, il y a probablement aussi la possibilité de monter en importance. Et puis, les jeunes, vous êtes sur quelqu'un d'intelligent, vous êtes sur quelqu'un qui a travaillé à l'extérieur, qui est un exemple de réussite au Cameroun. Souvenons-nous, on a un précédent, c'est Georges Weah.
Donc, qui sait? Dans un plus petit pays quand même que le Cameroun. Dans un plus petit pays, évidemment, mais aujourd'hui, si il a une capacité à faire l'unité comme l'avait fait Drogba avec la sélection, s'il est capable d'avoir une équipe qui performe, le gain politique, il va aller vers Samuel Eto'o. C'est celui qui aura fait gagner à nouveau cette équipe du Cameroun. On rappelle qu'elle a été capable de performer, mais de manière relativement modeste. Elle s'en sort à chaque fois, de manière incertaine, mais systématiquement, ça profite certes aux joueurs et aux sélectionneurs, mais ça profite surtout à Samuel Eto'o. On est de nouveau ensemble, messieurs. Effectivement, c'était assez intéressant. Je vous propose de passer du coup à vos chroniques. Et je vais commencer avec toi, Flo. Tu vas nous parler du match à venir Portugal-Ghana. Et oui, ce Ghana-Portugal est l'occasion pour moi de vous parler fratrie aujourd'hui, et d'une en particulier parmi les 5 que compte cette édition Qatari. Alors il y a les frères Hernandez, les Hazard, les Milinkovic-Savic, de redécouvrir évidemment les frères Ayoub, Jordan le Benjamin et André le capitaine qui disputeront demain leur seconde Coupe du Monde ensemble, la 3e même pour l'aîné de la fratrie. Mais il y a une autre fratrie qui découvrira le mondial cette année, ou plutôt qui a découvert le mondial cette année. Une fratrie plus atypique puisque n'évoluant pas sous la même tunique, à l'instar en son temps des frères Boateng, Kevin Prince pour les Black Stars et Jérôme sous le maillot de la Nationalmannschaft, dont les chemins s'étaient même croisés à 2 reprises, en poule en 2010 puis en 2014. Cette année au Qatar, ce sont donc les frères Williams qui reproduiront ce schéma. Tous les deux sont nés en terre basque, de parents réfugiés ghanéens. Iñaki le plus âgé, star de Bilbao, et Nico, son cadet de 8 ans, nouvelle pépite de l'Athletic. Et si les deux frères brillent ensemble du côté de San Mamés, avec à eux deux cette saison 8 buts et 4 passes d'ess, ils ont pourtant fait un choix de sélection bien différent, même si il aurait pu en être tout autrement. Car les deux hommes auraient pu évoluer ensemble en sélection. Mais Iñaki, le plus âgé, qui a porté la tunique de la Roja en 2016 avec Vicente de Bosque lors d'un match amical face à la Bosnie, a finalement fait volte-face cet été et choisi le pays de ses origines. Au même moment ou presque, en septembre dernier, son petit frère crevait lui l'écran pour ses premiers pas avec les As espagnols, compostant ainsi auprès de Luis Enrique son billet pour le Qatar. Convoité par la fédération ghanéenne, il n'a donc pas pris le chemin de son aîné, celui de délaisser la Roja, préférant lui son pays de naissance. Un choix évidemment ô combien difficile pour deux jeunes hommes, tiraillés entre le pays de leur racine familiale, le Ghana, dont sont originaires leurs deux parents, rencontrés sur un camp de réfugiés à Accra, avant de passer ensemble tous les obstacles que tentent chaque année des centaines de milliers d'Africains, de traverser une partie du Sahara, d'y enterrer des compagnons d'infortune, avant d'atteindre et de sauter le mur de Melilla, l'enclave espagnole au Maroc. Des lieux sur lesquels étaient retournés d'ailleurs les deux frères en 2019, comme pour s'imprégner de cette histoire familiale et celle de leurs parents. De l'autre côté, l'Espagne, dans laquelle ils sont nés et dans laquelle ils ont grandi, dans une région qui leur a même donné leur prénom. Iñaki porte ainsi celui d'un ancien prêtre, Iñaki Mardones, qui était venu en aide à la famille tout juste débarquée à Bilbao dans l'illégalité, et alors que la mère était enceinte du cadet. Avant de prendre ce dernier sous son aile, de faire naître en lui son appartenant à cette terre basque, et de lui transmettre évidemment au passage le virus de l'Athletic, en lui offrant dès ses 3 ans son premier maillot de Bilbao. Une identité basque, donc, qui leur permit de rentrer dans les clous des règles communautaires drastiques de l'Athletic Club et d'y faire toute leur classe, devenant ainsi les premiers frères d'origine africaine à jouer pour les Leones. Une histoire atypique qui liera à tout jamais les deux jeunes hommes à leur club et leur terre au pluriel. Deux hommes à la fois coéquipiers, frères mais pas encore adversaires, Nico et Iñaki, ou le choix de choisir avec le cœur, sans jugement, entre deux pays ancrés en eux et qui forgent leur identité. C'est peut-être ça alors, la méthode Williams. Eh ben écoute, c'est très intéressant Flo, et je te remercie d'ailleurs parce que au début j'ai cru que tu me parlais de Vénus et Serena Williams. J'avais cru que tu t'étais trompé de podcast. Je te faisais de grands signes là, mais tu ne me voyais pas, j'étais un peu inquiet et j'ai finalement fini par comprendre. Je laisse les références sur Vénus et Serena à Valentin. Ouais, en tout cas on peut dire que ta chronique sur Williams n'était pas rasoir. Ouh là 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 là. Ça vole très haut, c'est mieux quand et je vous félicite. Ouais. C'est une bonne formule, Williams. En tout cas, pour rebondir là-dessus, oh là 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 là, c'est parce que tu avais mis de l'huile dans le moteur, non ? Excellent. Merci. Voilà. Je sens qu'on presque envie de lui mettre une poire. Est-ce qu'on les a toutes faites ou pas ? Excellent, excellent, bravo. Celle-là, j'y ai même pas pensé. Incroyable. Félicitations. Finalement, c'était une belle conclusion. Je vais quand même essayer de rester sérieux 2 minutes. Et tout à l'heure, tu les comparais aux frères Boateng. Je te rappelle quand même, Flo, que les frères Boateng, ils étaient à 2 doigts de se fracasser la gueule quand ils se croisaient quelque part. C'est pas faux. Ce qui n'est quand même pas le cas des frères Williams qui, eux, du coup, évoluent dans la même équipe. Du coup, pour décompresser, ils l'ont fait sur sa femme maintenant.
Les... Ouais, Alors, voilà, c'est ça. il l'a fait, hein, je suis pas sûr que Il l'a Kevin fait, Prince ouais, ait ouais. tapé la femme de Jérôme. Enfin, ça, Oui, a oui, priori, c'est pas sorti encore. C'est vrai. Ouais, j'ai envie de me déconnecter. Bref, je propose que nous passions donc à la suite. Et la suite, c'est toi, Val, avec ta chronique à venir sur un petit tour d'horizon de ce qui nous attend aujourd'hui avec un focus sur Brésil-Serbie, il me semble. Brésil, mais pas que, puisque certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne le savent peut-être pas, mais 11e mars n'est pas uniquement un rendez-vous quotidien pendant lequel les gens peuvent écouter les tontons flingueurs Thomas et Alex raconter leurs histoires d'EHPAD, ou Thomas Badi changer de nationalité tous les jours, ou écouter l'évolution de la voix de Zach en pleine puberté, ou même ne pas entendre Bilal qui boycotte la Coupe du Monde en boycottant notre émission. Non, initialement, 11e mars est un média sur lequel on propose toute une quantité de podcasts, tout aussi qualitatifs que ceux de notre dispositif Coupe du Monde. Et parmi ces podcasts, vous êtes bien placés pour le savoir, messieurs, il y a ADN. ADN, c'est notre podcast à travers lequel on décrypte l'identité des clubs à travers leurs chants, leurs couleurs, leurs blasons, leurs stades, bref, tout ce qui constitue de près ou de loin l'histoire d'un club. Évidemment, c'est un format que j'aime beaucoup et qui me manquait un petit peu ces derniers temps. C'est pourquoi j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur l'identité des pays du jour. Alors Flo et JB vous ont déjà évidemment parlé des matchs opposant la Suisse et le Cameroun et le Portugal et le Ghana. Alors je vais uniquement m'attarder sur les deux restants. Et c'est donc sur les coups de 14h que vous verrez entrer sur le terrain nos amis sud-coréens et uruguayens. Nous ne savons pas encore quels jeux de maillot seront attribués pour ce match, mais il est tout à fait probable qu'à l'entrée des joueurs sur le terrain, vous aperceviez le maillot rouge des Sud-Coréens. En écrivant cette chronique, je me suis demandé sur quel aspect de l'identité coréenne j'allais bien pouvoir m'arrêter pour vous raconter une anecdote. Alors je ne sais pas si c'était un oubli de ma part ou si j'ai simplement été surpris d'apprendre que la couleur officielle du maillot coréen était le rouge. Probablement parce que j'associe aussi cette couleur au rouge communiste de la Corée du Nord et qu'il me paraissait surprenant que son voisin du Sud ne veuille pas se différencier vis-à-vis de son meilleur ennemi. J'ai donc été puisé dans le Darknet pour trouver un élément de réponse à ça. Pour ça, j'ai évidemment tenté de faire le lien avec les symboles nationaux, à commencer par le drapeau. Vous avez peut-être en tête le drapeau de la Corée du Sud, avec au centre un cercle séparé en deux parties rouge et bleu, et autour ce qu'on appelle des trigrammes, et qui sont au nombre de 4. Nous allons plutôt ici nous intéresser à notre cercle central, qui a un nom très spécial et que je ne m'engagerai pas à prononcer par respect pour la langue coréenne. Ce cercle divisé en deux parties représente le yin et le yang, vous savez, ce concept d'équilibre et d'harmonie propre à la culture coréenne. Cette partie rouge, justement, le yang, représente la partie masculine. Peut-être peut-on y voir là un lien avec l'équipe nationale masculine. Autre lien possible, les arts et la culture coréenne sont aussi en partie fondés sur les 5 éléments. En Corée, chacun de ces éléments est associé à une couleur, une orientation et une saison. Par exemple, l'eau est associée à la couleur noire, à l'orientation nord et à la saison hivernale. Autre exemple, vous voyez là où je veux en venir, évidemment le rouge représente lui le feu et c'est aussi associé au sud. Choisir le rouge comme couleur de maillot est donc peut-être là encore une manière de réaffirmer son identité du sud en tant que territoire autonome vis-à-vis du voisin du nord. Une chose est sûre, lorsque ces Coréens entreront sur le terrain, ils n'auront qu'une idée en tête, vaincre leurs adversaires uruguayens et leurs 4 étoiles. Les 4 étoiles, c'est évidemment là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Nous savons que les étoiles présentes sur le maillot d'une sélection nationale sont représentatives des Coupes du Monde remportées par ce pays. Néanmoins, l'Uruguay n'a été sacré que 2 fois, en 1930 et 1950. Mais alors pourquoi l'Uruguay arbore fièrement 4 petites étoiles au-dessus de son blason ? Pour cela, il faut remonter avant 1930, lorsque la Coupe du Monde n'existait pas encore. À l'époque, le football est en plein essor. L'unique événement en capacité de répondre à l'attraction générée par ce sport sont les Jeux Olympiques. Quelques tournois d'exhibition avaient déjà eu lieu entre équipes européennes pendant les Jeux Olympiques de 1912, 1916 et 1920, mais ce n'est réellement qu'à partir de 1924 que le tournoi de football va s'internationaliser. Les équipes sud-américaines vont y participer pour la première fois, et je vous laisse deviner le vainqueur. Thomas ? La Colombie. Excellent, excellent. Non, c'est évidemment l'Uruguay, vous l'avez compris, qui va aussi rééditer l'exploit en 1928 à Amsterdam et en 1930 chez eux en Uruguay pour la première Coupe du Monde donc. Enfin, n'oublions pas le titre de 1950 acquis face au Brésil. La FIFA ne reconnaît évidemment pas ces 2 premiers titres mondiaux de 1924 et 1928 puisqu'elle n'était pas organisatrice de l'événement, mais en Uruguay, c'est un vrai élément de culture nationale footballistique et donc c'est pour ça que les 4 étoiles sont représentées sur le maillot. Je vous ai d'ailleurs évoqué cette Coupe du Monde 1950 remportée face au Brésil, compétition qui sera un véritable traumatisme pour le peuple brésilien puisque la compétition avait lieu à l'époque sur leur sol. La finale qui avait lieu le 16 juillet 1950 dans un stade Maracana rempli par plus de 170 000 personnes fut un tournant dans la culture et l'identité du pays. Le Brésil, tout de blanc vêtu à l'époque, s'était incliné après pourtant avoir mené 2-1. Et la défaite fut un tel traumatisme à l'époque que la couleur blanche fut bannie de l'équipe nationale. Et ce n'est qu'après la compétition qu'un sondage national fut orchestré pour savoir quelle couleur devait désormais jouer
la sélection Oriverde. Et c'est évidemment la couleur du drapeau, le jaune qui fut choisi et qui offrit au Brésil quelques années plus tard pas moins de 3 titres de champion du monde. Eh ben Val, je te remercie pour cette chronique qui était sponsorisée à la fois par Champollion, la Pierre de Rosette et le Da Vinci Code. Je suis prêt du coup à faire de la peinture romantique codée grâce à toi. Messieurs, on arrive déjà quasi à la fin de notre émission. J'aime bien toujours poser cette question pour terminer, mais Val, est-ce que tu as une équipe aujourd'hui que tu vas essayer de suivre particulièrement ? Ouais, la Serbie, je pense que c'est la seule équipe que j'ai pas parlé dans ma chronique, mais qui est peut-être l'une des plus attractives de cette compétition en termes d'effectifs et de joueurs à suivre. Donc je recommande le Serbie-Brésil qui va être un énorme match. Magnifique, qui est donc ce soir. Et Flo, est-ce que tu as une autre équipe ou bien la même, tu as le droit aussi ? Non. Moi, la Serbie, j'avais été plutôt déçu en 2018 parce que je trouvais qu'ils avaient déjà un effectif qui était plutôt sympa. Je suis tiraillé en fait par mon petit côté qui kiffe les joueurs uruguayens. Mais comme j'ai fait la preview Cameroun, je suis assez hypé sur cette équipe, même si je la vois pas forcément aller assez loin. Il y a quand même des joueurs très sexy sur le papier, avec une belle ossature. Donc je me dis que le Cameroun peut quand même être dérangeant dans cette poule qui est ultra homogène, à part le Brésil qui semble quand même favori. Très bien. Eh bien, messieurs, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt et profitez bien de cette journée de Coupe du Monde et on se revoit très vite tous les trois ou enfin avec Bilal si vous l'avez retrouvé. Allez, bonne journée à tous.